Nous sommes jeudi 4 juillet 2024, bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Cadre macroéconomique, le FMI à la rescousse de la RDC avec 1,5 milliard de dollars. Cette aide a été validée mercredi 3 juillet 2024 par le conseil d'administration de cette institution financière, à l'issue de la concrétisation de la 6e et dernière revue du programme économique conclu en juin 2021. Toute demande de délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de démolition ne peut recevoir une suite favorable qu'après approbation du ministre de l'Urbanisme et Habitat ou des gouverneurs des provinces. La décision a été rendue à travers un communiqué du ministère. Et en sport, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévues en 2025 au Maroc entrent dans leur seconde phase. La RDC connaît ses adversaires depuis ce jeudi 4 juillet après le tirage au sort intervenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Voilà tout pour les titres. Merci d'être avec nous. Une aide à la hauteur de 1,5 milliard de dollars est validée par le conseil d'administration du Fonds monétaire international le mercredi 3 juillet en 2024 en faveur de la République démocratique du Congo à l'issue de la concrétisation de la 6e et dernière revue du programme économique conclu en juin 2021. Le FMI approuve la dernière revue du programme économique de la RDC, une première et historique depuis son adhésion en 1963. Une décision prise au-delà de la multitude des freins auxquels fait face le cadre macroéconomique du pays, notamment le niveau de corruption élevé, le faible niveau du taux de l'investissement, la hausse des prix de l'importation, les faibles cours des produits de base et la diminution des flux commerciaux, l'instabilité croissante des taux d'échange et des flux de capitaux, la stagnation de l'investissement et de la croissance de la productivité et le décalage persistant entre les activités de financement et celles du secteur réel. À noter que c'est la 6e et dernière revue du programme économique de la RDC, initiée en juin 2021. L'accord permet le versement immédiat de 224,7 milliards de dollars correspondant à la dernière tranche du plan d'aide afin d'améliorer le cadre macroéconomique de la RDC qui connaît un sérieux problème suite à la crise humanitaire. À la demande de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, le gouvernement se penche sur la situation économique en mettant un accent particulier sur l'inflation en vue de stabiliser le franc congolais. Le sujet a été au centre d'une réunion du comité de conjoncture économique de l'exécutif national, mercredi 3 juillet 2024. Selon plusieurs experts en économie, le taux de change s'est déprécié de 21% en 2023 et l'inflation a connu une accélération de 19% en moyenne la même année. Mais quel remède finalement apporter pour mettre fin à cette situation inquiétante qui perdure malheureusement? Une question à la une des débats dans le milieu économique congolais. Elle attire une attention particulière du gouvernement souminois qui, selon l'instruction du chef de l'État, s'est impliqué pour trouver des solutions adaptées et durables contre ces désastres économico-financiers dont les causes internes et externes ont longtemps fait l'objet d'une étude approfondie. Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Daniel Mokoko Samba, vice-premier ministre de l'économie, a, à ce sujet, fait savoir que la première ministre a recommandé au ministre du Budget et des Finances de dévoiler la situation actualisée des finances publiques dans le but de prendre des mesures rigides pour renverser la tendance actuelle. Et cette nouvelle en bref, un hélicoptère du Programme alimentaire mondial, PAM, s'est écrasé hier à Calais sur la colline de Moussenga dans le village de Mounanira. Aux premières nouvelles, des membres de l'équipage et des passagers à bord sont sortis sains et saufs. La cause
de l'atterrissage d'urgence serait inconnu et tout impact négatif sur les communautés a été limité pour garantir la sécurité des personnes accidentées et celle des habitants de ce coin, rassure la MONUSCO. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le maire de cette ville a présenté des présumés bandits qui sèment terreur et désolation dans sa juridiction. Il déclare être déterminé à mettre la main sur tous les malfrats qui insécurisent ses administrés. Le point avec notre correspondant Primo Pascal Roudaïgoa. C'est dans le cadre de l'opération Safi Chamouji-wa Goma que les services de sécurité ont mis la main sur une dizaine de bandits armés qui ont été présentés à la population par le maire de Goma. Selon le commissaire supérieur principal, Faustin Kapen-Kamande, ces groupes d'individus sont à la base de l'insécurité dans la ville. Le cas le plus récent, c'est l'assassinat la nuit de lundi de Madame Nyabade, une commerçante très connue dans les quartiers Boujovu. Le maire de Goma plaide pour l'organisation des audiences publiques pour juger tous les auteurs présumés du banditisme dans son entité. Il a aussi proposé que les bandits qui seront condamnés soient envoyés dans les prisons d'autres provinces. Parmi les présumés bandits figure une personne impliquée dans le meurtre de l'ambassadeur italien assassiné vers Kibumba en février 2021. Nous demandons encore une fois de plus aux magistrats d'appliquer la loi dans sa rigueur et à la haute hiérarchie, en commençant par le plaidoyer de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Peter Chirmouami, mon général, d'insister auprès de la hiérarchie qu'on dégorge la prison, aux députés nationaux et provinciaux qu'ils fassent le plaidoyer à la haute hiérarchie pour que tous ces bandits soient déférés à Kinshasa pour d'autres prisons. Ça sera une façon d'assainir la sécurité dans la ville de Goma. Selon le maire de Goma, 200 présumés bandits et au moins 150 armes ont été récupérées depuis le début de l'opération Safi Chamouji-wa Goma. 25 militaires des FARDC ont été condamnés à la peine de mort hier mercredi 3 juillet 2024 dans le territoire de Lubero au Nord Kivu, à l'issue d'un procès en flagrance à la haute cour militaire des précisions avec notre permanent dans la région, Bantou Kambale Kapanza. C'était au terme d'une audience foraine organisée par l'auditorat militaire garnison de Butembo à Alimponko, près de la ligne de front dans le territoire de Lubero. D'après les porte-parole militaires des opérations Front Nord, les condamnés ont été arrêtés pendant que les opérations dirigées par le général-major Oshiko Chitambwen se poursuivaient contre les rebelles du M23 RDF. C'est dans la soirée du mercredi que le président du tribunal militaire de garnison de Butembo siégea en audience foraine au village d'Alimpongo que le capitaine magistrat Biamungu a condamné en 10 ans de servitude pénale principale des soldats pour vol qualifié et 25 autres à la peine de mort pour dissipation des munitions de guerre, fuite devant l'ennemi, violation des consignes état d'autres mentionne le sous-lieutenant Pouika Longirigen dans une note d'information parvenue en Conco 26 télévision. Cet officier de l'armée précise en outre que 4 femmes épouses des militaires également à la barre ont été libérées car leur implication n'a pas été prouvée au tribunal. La condamnation de ces éléments de FARDC intervient alors que des voix s'élevaient du côté de la société civile pour dénoncer le pillage des biens de la population par certains militaires qui fuyaient devant l'avancée des rebelles du M23 dans certains villages, se trouvant aussi du territoire de Lubero depuis le week-end dernier. Désormais, l'obtention du certificat de nationalité en RDC est conditionnée à l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement ANER et la Direction générale de migration DGM. Il s'agit d'une nouvelle directive du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Quelle serait la faisabilité de cette mesure dans un contexte où tout Congolais ne dispose pas d'une carte d'identité? Ebenezer Bouanga s'est penché sur la question. C'est ces communiqués qui fixent la nouvelle procédure de délivrance du certificat des nationalités congolaises. Ce, conformément à sa note circulaire numéro 002-MME-CAB-JEGS-2024. Une réforme du ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba qui vise à lutter
contre des infiltrations massives sur le territoire national de personnes n'ayant pas qualité d'obtenir la nationalité congolaise. Le service de l'ANER et la DGM sont donc invités à vérifier rigoureusement sur toute l'étendue de la RDC que les demandeurs du certificat de nationalité congolaise remplissent effectivement les conditions requises pour l'obtenir. Sont-ils réellement des Congolais d'origine? La mesure de Constant Moutamba va supprimer le délai de traitement de 2 semaines alors que déjà ces documents étaient difficiles et monnayés et du reste hors circuit bancaire. Une inquiétude cependant, l'inexistence d'une base de données en RDC, attestant la nationalité congolaise des citoyens faute du recensement général de sa population depuis 40 ans. Un obstacle auquel feront face l'Agence nationale des renseignements et la Direction générale de migration. Quelle politique adopter pour pallier à cet épineux dossier? Au ministre de la Justice de fixer l'opinion. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a échangé mardi 2 juillet 2024 en son cabinet de travail avec les membres du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle. Ils ont été conduits par leur président du conseil d'administration, Jean-Marie Lukolassi. Suivez. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette première rencontre de prise de contact qui a permis au ministre de tutelle de donner des orientations à l'équipe dirigeante de l'INPP dans le but de voir cet instrument du gouvernement offrir à la population active davantage d'opportunités d'apprendre des métiers pour une meilleure insertion dans la société. Outre la présentation de l'INPP faite par son DG, Godefroid Stanislas Chimanga, le nouveau patron de l'emploi en RDC, a été aussi informé des problèmes majeurs auxquels est confronté cet établissement public depuis sa création en 1964 jusqu'à ce jour. C'était une réunion de prise de contact avec le nouveau ministre de l'Emploi et ça s'est très bien passé. Et nous lui avons expliqué nos petits problèmes et qu'à l'avenir, nous travaillons en parfaite collaboration pour trouver la solution par rapport à notre organisation. Il s'agit notamment des difficultés liées à la faible participation, soit 50% de l'État propriétaire dans les budgets de l'INPP et des fausses déclarations des effectifs des travailleurs auxquels s'adonnent certains employeurs dans le versement de l'impôt sur le revenu personnel par rapport aux effectifs réels. Le ministre a un esprit d'ouverture, il est ouvert et nous offre sa collaboration, son accompagnement dans notre mission, dans la réalisation de notre objet social. Toujours dans le cadre de la prise de contact avec les structures sous sa tutelle, le ministre Ephraim Akwakwa a également conféré avec les responsables de 8 programmes du ministère de l'Emploi et du Travail, question de s'imprégner du fonctionnement de ces structures. Très respectifs, le numéro 1 de l'emploi qui tient à matérialiser la priorité du gouvernement souminois, visant à créer plus de 6 millions d'emplois, a insisté sur la franche collaboration avant d'instruire ses interlocuteurs de lui transmettre, dans un bref délai, les états des liens bien élaborés. Ceux-ci devront relever le point négatif, positif et proposer de pistes de solutions. Toute demande de délivrance d'un permis de construire, d'une autorisation de démolition ne peut recevoir une suite favorable qu'après approbation du ministre de l'Urbanisme et Habitat ou des gouverneurs des provinces. Tout contrôle de permis de construire sur toute l'étendue du pays ne peut se faire que sur ordre du service approuvé par le ministre compétent ou des gouverneurs des provinces. Selon Crispin Badou, dans sa première note circulaire aux responsables de direction sous sa tutelle, désormais, c'est toute une procédure visiblement valide pour obtenir un permis de construire ou une autorisation de démolition en République démocratique du Congo. Les documents sollicités devra être approuvé par le ministre de l'Urbanisme et Habitat ou le gouverneur de province avant d'être accepté. Toute inspection de permis de construire est soumise à une autorisation sur base d'un ordre de service approuvé par le ministre de l'Urbanisme et Habitat ou le gouverneur de province. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat
interdit également à tout occupant ou locataire de biens immobiliers du domaine privé de l'État d'entreprendre des travaux de réhabilitation, des rénovations, des démolitions ou des constructions sans son autorisation préalable. En ce qui concerne la construction des stations-service à Kinshasa, aucune demande d'avis urbanistique ne peut être approuvée sans l'accord du ministre de l'Urbanisme et Habitat ou de gouverneur de province. À noter que ces mesures provisoires seront réévaluées après 3 mois. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a visité le tout premier plus grand Data Ratio Center de la RDC en construction et c'était hier, mercredi 3 juillet. C'est une entreprise qui va imposer la souveraineté numérique et la digitalisation de la RDC. Suivez le ministre au micro de Donel Mbouyi. Le sérieux que Ratio a mis pour ce site, ce data center, qui est finalement le tout premier, en tout cas, de cette qualité, ici en RDC. Et donc, au-delà de ça, je me rends compte que la dématérialisation globale vers laquelle nous allons tous nécessite effectivement que le stockage se fasse de la très bonne manière, et cette fois-ci à proximité. On n'a pas besoin que nos données fassent le tour du monde avant de nous revenir. Et le plus important, c'est aussi la fiabilité. C'est à peu près une fiabilité qui est de l'ordre de 99,98%. Et j'ai envie de dire que demande le peuple. Donc pour nous, c'est vraiment un premier pas, un pas important vers la transformation numérique que le président de la République n'a cessé de dire parce qu'il lie toujours cette transformation au développement du pays dans tous les secteurs. Nous sommes obligés, pour faire de ce pays, qui est potentiellement le plus beau du monde, je l'ai dit avec beaucoup de fierté, il faut qu'on arrive à concrétiser cette beauté de la République démocratique du Congo. C'est pour moi l'occasion peut-être de lancer un appel à d'autres Congolais, de dire attention, l'avenir c'est la data, l'avenir c'est le numérique. Il faudrait qu'on fasse un effort pour que beaucoup de nos jeunes, d'ailleurs il y en a plusieurs mais d'autres doivent suivre, puissent se lancer dans ce secteur. Première visite du ministre d'État en charge du développement rural, Moindo Zangui, au Kassai-Oriental. Il est allé inspecter des projets dont les chantiers sont en cours. Dans cette province, suivez le ministre Moindo au micro de Congo 26 TV. Je suis venu visiter la province de Kassai-Oriental. Comme vous le savez, ça va être ma 4e fois d'être ici. Et pour ma première visite en tant que ministre d'État et ministre du développement rural, j'ai choisi de venir visiter les infrastructures dans la province, notamment ici à Bujima et à Tchilende, qui ont été faites dans le cadre du projet PRIS et du projet ProADR. Comme vous le savez, ils sont très actifs dans cette province. Donc j'ai voulu marquer cette première visite en essayant de voir comment on peut exporter les modèles de ces infrastructures dans d'autres provinces et aussi de voir l'état d'avancement de ces infrastructures, mais aussi d'inaugurer. En sport, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévues en 2025 au Maroc entrent dans leur seconde phase. La RDC connaît ses adversaires depuis ce jeudi 4 juillet, après le tirage au sort intervenu à Johannesburg, en Afrique du Sud. 48 sélections africaines sont reparties dans 12 groupes. Les léopards de la RDC sont logés dans le groupe H, avec la Guinée-Conakry, la Tanzanie et l'Éthiopie. Un groupe abordable sachant que, lors de ces tirages, il n'y a pas eu de groupe de la mort. Malgré que la RDC était tête de chapeau pour son meilleur classement FIFA du 20 juin dernier, elle va de nouveau affronter ses deux adversaires de la dernière édition de la CAN en Côte d'Ivoire qui sont la Guinée-Conakry et la Tanzanie. Signalant que l'Éthiopie n'est pas aussi une nation faible. Ces éliminatoires débuteront au mois de septembre prochain où on verra le premier de chaque groupe s'y qualifier directement avec la nation hôte, le Maroc qui joue par complaisance. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.